C'est bon, ça y est. Mais qui vous a dit d'entrer? J'ai le concept de l'hebdo. Ça y est, je l'ai dans les mains, c'est sur cette feuille, regardez. Et ça dit quoi? Eh bien, ça dit que... eh ben non, je me suis trompé de feuille. Vous vous foutez de moi, en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Justement, je pensais l'avoir, mais en fait, ça tombe bien, l'hebdo commence maintenant, on n'a qu'à écouter ensemble, donc... Taisez-vous. D'accord. Taisez-vous, lancez. Oh, bonne idée. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo, ravi de vous retrouver, votre magazine d'actualité dans le monde réel, mais aussi virtuel. On est heureux de retrouver toute la team, tout le monde est là, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous bien? Bien. Ça va très très bien. Ouais, tranquille. Formidablement bien. Parfait. Alors Rimmel avec les belles couleurs de bronzage après le surf la semaine prochaine. La semaine dernière. Oui. La semaine dernière. La semaine prochaine. Tu anticipes, c'est bien. Tu nous parles de... Quel sujet cette semaine? Eh bien, cette semaine, est-ce que tu es retourné au Parlement? Ouais, j'ai fait mon grand comeback après plus d'un mois sans Parlement. Franchement, j'étais en manque des députés et tout ça. Donc, j'ai pu aller les revoir cette semaine. C'était cool. Et on va parler de la Cour des comptes aujourd'hui. Oh purée, il ne manquerait plus les cours des comptes, les impôts. Ouais, déjà. Raffer, Oui. Raffer, un œil sur le monde. T'es allé, t'as jeté ton œil, je sais pas où, mais en tout cas, t'as découvert un nouveau métier. Exactement. Mais j'en dis pas plus. Ah bon, d'accord. Ah non, c'est ok, comme ça. d'accord. Je tease à ma manière. D'accord. Pour le sport, cette semaine, un film de science-fiction, on peut dire ça? Une Telenovela. C'est une série? C'est une telenovela, littéralement. Ah, une telenovela. Exactement, je vous le racontais, c'était celle de ce mois de Ramadan, mais qui n'en finit pas de durer en fait. Donc voilà, on la poursuivra jusqu'à son climax. Quant à la pépite musicale de la semaine, vous savez que chaque vendredi, Yes Interrupters vous fait découvrir souvent un interrompu morceau, par monsieur. un morceau de musique C'est un mythe, tout ça. ou un artiste. Tu vas nous dire de quoi, qui, quoi On va parler de musique amazigh. De musique amazigh. Voilà. Je Très, peux très pas bien. vous en dire plus, comme dirait Shell Goumi. Beaucoup de musique encore dans l'hebdo, beaucoup de culture, de la musique et du théâtre. Deux invités avec nous ce vendredi, une femme, Mélanie Lévé-Thiebaud. Elle est l'une des rares chefs d'orchestre. Elle a publié récemment une histoire vivante de la musique, mais elle nous parlera aussi de la musique au sein des entreprises. Son livre est aux éditions Flammarion. Et un homme, un grand militant, publicitaire, chef d'entreprise, directeur de magazine, fondateur de la première fondation marocaine de microcrédit. La liste serait longue, je ne peux pas tout vous dire. Nordine Hayouch, c'est lui aussi qui a créé depuis 2004 la Fondation des Arts Vivants qui organise le Festival international Théâtre et Culture qui revient pour sa 15e édition. Je vous donne déjà les dates. Du 20 au 28 mai à Casablanca. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Nous débutons comme chaque vendredi avec l'image de la semaine, celle de cette femme, parce que je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en ce moment et en simultané sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Elle était un visage connu des chaînes de télévision à travers le monde entier. Il s'agit de Shirin Abu Akleh. Elle est journaliste, elle était journaliste palestinienne, correspondante de la chaîne Al Jazeera. Elle a été tuée ce mercredi matin alors qu'elle était en reportage à Jenin, en Cisjordanie occupée. Elle portait pourtant un gilet pare-balles, presse et un casque, mais la balle tirée l'a touchée en pleine tête. Nous avons eu peu de temps après, depuis Bethléem, un confrère, Fadi Katan, journaliste et analyste palestinien. Écoutez La ce qu'il nous a dit. nouvelle de l'assassinat de Shirin ce matin est un choc pour la Palestine en entier. Shirin vient de Bethléem, de là où je viens. On la connaît tous. On l'a vu devenir la voix de la Palestine. Et la voir partir comme ça, je pense que c'est plus grand qu'un deuil national. Un tir sur un journaliste qui porte un gilet pare-balles avec presse écrit dessus, qui porte son casque, ne peut être qu'une exécution. Où que ce soit à Jenin, à Kiev ou à Paris, c'est la même chose. Voilà, Fadi, un confrère très ému d'ailleurs que tu as eu, toi, Oui, Raffer, effectivement, mercredi, après mercredi, les faits. oui. Depuis, vous avez suivi les réactions et condamnations à travers le monde entier, mais ce drame vient rappeler quand même quelque chose. Ce sont ces journalistes tués
dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est la 7e reporter dans les territoires Occupés. en fait, qui a été tuée. C'est la 7e reporter tuée dans les territoires palestiniens, en fait depuis 2018 il me semble, selon Reporters sans frontières. Et c'est vrai que cette journaliste, elle s'est fait connaître plutôt principalement à travers le Moyen-Orient pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien. Donc ouais, je trouve ça vraiment dommage, c'est triste. Ça fait 20 ans Surtout. déjà qu'elle couvre. Ouais. 20 ans. Et puis on en parle aujourd'hui, parce qu'elle est connue, mais sinon les autres n'en parlent pas vraiment. Oui, tu as raison. Quelquefois, ça. qui passe totalement. Peut-être grâce oubliette. En tout cas, à cause une de ce qui enquête s'est passé, internationale ouais. a été demandée. Ouais. Parce que, comme ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui en Ukraine, où les journalistes qui sont là pour nous informer en fait quotidiennement, et c'est grâce à eux nous avons toutes les informations, et ben voilà, se retrouvent sous les balles pour nous quelque part, quoi. Donc voilà, c'était important de leur rendre hommage. Allez, c'est le moment de faire rentrer nos invités, non pas un, mais bien deux. Elle, je vous le disais, est l'une des rares chefs d'orchestre. Elle a publié son livre « Une histoire vivante de la musique » aux éditions Flammarion. Elle dirige des orchestres prestigieux. Elle est également conférencière. Et vous verrez, c'est assez particulier puisqu'elle fait des parallèles entre l'orchestre et l'entreprise. Lui qui va nous rejoindre tout de suite, un militant dans l'âme depuis toujours, publicitaire, chef d'entreprise, directeur de magazine. Il a fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va parler de théâtre et de musique. Je vous prie de bien vouloir les accueillir. Nordine Ayouch. L'invité. Bienvenue chez nous. Alors Amine, tu vas baisser un tout petit peu le micro de Monsieur Ayouch. Voilà. Et je vais vous demander de bien parler devant... comment vous allez, tous les deux? Vous ne vous connaissez pas? Non. Non, c'est un bonheur cette rencontre là parce qu'on va parler ensemble de théâtre et de musique. Puis moi, c'est un bonheur d'être avec vous. D'abord parce que je suis avec vous. Déjà, c'était extraordinaire de parler de ce qu'on fait. Puis je suis née à Casablanca. J'ai vécu à Casablanca. À chaque fois que je reviens, c'est toute mon enfance, c'est mes premiers amours, c'est mes premières notes de musique au Conservatoire de Casablanca qui reviennent. Et c'est à chaque fois une vague d'émotions sans pareil qui s'éprend de moi à chaque fois que je descends de l'avion. Donc je suis très très bien là. Oh bah, c'est parfait, mais on en est ravis également. Nordine Ayouch, pour la première fois dans l'hebdo. Il va falloir rattraper ça très très vite, Absolument, vous savez. ça sera avec plaisir. Pas à la télé, parce que j'ai fait plusieurs émissions. En tout cas, je suis très heureux de vous rencontrer aussi une femme chef d'orchestre. C'est très rare. Marocaine de naissance, de surcroît. Je suis très honoré. Merci. Et vous allez voir au cours de cette émission que vous avez tous les deux beaucoup de points en commun. Mélanie, est-ce que vous aimez le théâtre? Ah oui, j'adore le théâtre et on ne peut pas parler de musique sans théâtre d'ailleurs. Hein. Et vous allez nous expliquer pour vous. Et vous, Nordine Ayouch, la musique? La musique, j'aime la musique, je lui ai dit tout à l'heure. Mais je ne suis pas un grand mélomane. J'écoute de la musique classique surtout, du jazz. Puis je vais parler d'Otis Redding, qui est pour moi le dieu de la musique que j'ai adoré. Je vais raconter un voyage également. J'ai été à la Nouvelle-Orléans et j'ai vu deux vieux de plus de 90 ans, 93 et 94, qui s'aimaient depuis 60 ans. Et la musique était je dirais le ciment de leur amour. Ils étaient très vieux, mais ils chantaient, ils avaient une voix absolument remarquable. Oui, puis la musique conserve, hein, c'est ce qu'on voit aussi. Alors, Mélanie, vous avez gagné de nombreux prix, dont le premier prix de direction d'orchestre en Espagne avec l'orchestre de l'Opéra de Madrid. Vous avez publié, je parle de ce livre parce que j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu, une histoire vivante de la musique. Vous êtes à Casablanca pour la signature de votre livre avec la librairie Porte d'Enfa et sa directrice Amina Mesnaoui. D'ailleurs, il y a eu une très très belle rencontre dès hier. Absolument. Dès hier soir. Absolument, puisque hier soir, nous avons été reçus chez elle, Amina, donc à cette librairie de la Porte d'Enfa. Puis elle m'a dit, mais vous savez, la librairie est trop petite par rapport aux gens qui veulent venir vous rencontrer, dédicacer le livre. Donc on va le faire chez moi, dans une grande maison. Et c'est formidable de rencontrer des gens que je connais, des amis, des gens que je n'ai pas vus depuis des années, d'autres que je fréquente parce que je viens aussi au Maroc pour faire des conférences. On va en parler sur le management des orchestres et des entreprises. Donc c'est très très festif. Et je suis ce soir à l'Institut français. Là, je suis maintenant avec vous. C'est magnifique ce planning. Alors quelle est votre définition du chef d'orchestre? Si on devait le vulgariser au maximum pour l'ensemble de nos auditeurs,
quelle est votre définition à vous? Je dirais que l'art de... Parce que le Wikipédia, c'est pas terrible. C'est pas terrible, non, c'est pas Franchement terrible. pas. C'est pour ça que je fais des conférences sur 5 heures des fois pour qu'on essaye de comprendre l'essence de ce que doit faire le chef. Quand j'étais petite, je voulais être pilote de ligne. Et je me disais, je me le suis pas dit comme ça, j'ai pu mettre les mots après dessus, qu'enfermer des gens dans un habitacle qui n'avaient pas d'autre choix que de donner leur confiance au pilote, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a une sensation comme ça de la prise de responsabilité pour l'autre. Si le concert est bien, on va dire que c'est extraordinaire. Si ça marche pas, on va dire que c'est de la faute du chef. Donc le chef prend en charge beaucoup de cette responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Même quand j'étais petite, j'étais souvent donc à l'école à Casablanca. J'étais souvent chef de bande, mais c'était pas pour commander. C'était pour dire aux autres, mais viens dans ma bande parce qu'on va se marrer, je vais te protéger, on va faire des trucs sympas, je vais m'occuper de toi. Vraiment, il y avait ce sens-là. J'ai été très maternelle aussi avec mes enfants. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais je dirais que j'aime pas le mot de diriger, justement. Conducting en anglais, c'est beaucoup plus beau. C'est conduire, c'est piloter, c'est emmener, c'est guider. Et c'est plutôt ça. C'est-à-dire que le chef, il est dans un non-verbal total. Il peut communiquer qu'avec ses bras, avec son corps, avec son regard et surtout avec son cœur. Et ça, dans ce non-verbal, il faut que les musiciens le sentent pour pouvoir s'abandonner. Et quand ils s'abandonnent et qu'ils font confiance, alors là, on peut les emmener par les bras, on peut les embrasser dans le sens prendre dans les bras pour refaire jaillir le discours musical dont on pense que l'auteur a été l'auteur. C'est pas facile d'avoir Mozart comme patron. Je prends une définition de management parce que quand les patrons sont morts, ils nous disent même pas si c'est bien ou si c'est mal. Ça nous met une pression dingue et pourtant, c'est ça qu'on doit véhiculer. Qu'est-ce que Mozart a dit? Qu'est-ce que Ravel a dit? Ils nous ont pas laissé grand-chose finalement sur ces partitions. On en parlera, quelques didascalies, comme au théâtre, plus vite, moins fort, plus fort, mais c'est pas suffisant pour véhiculer une œuvre. Je dirais que le chef d'orchestre est là pour ce discours musical, mais avant tout, d'embarquer les humains avec lui. Alors, vous êtes assez méconnaissable parce que je ne vous avais pas vu avant aujourd'hui. En revanche, pour préparer l'émission, j'ai regardé pas mal de vidéos. Vous êtes assez méconnaissable. On dirait que vous rentrez totalement en transe. Vous devenez quelqu'un d'autre. Donc, je vous invite là à vous rendre sur les réseaux sociaux et à voir ces images avec cet extrait. On a l'impression que vous n'êtes plus là, que vous avez enfilé un costume, mais un peu comme dans le théâtre, on va en parler avec Nordine, vous devenez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je deviens quelqu'un d'autre. C'est marrant parce que ce mot de transe est souvent revenu. Alors c'est vrai que moi j'ai même fait du chamanisme et tout pour essayer de sentir mon corps plus profondément, pour me mettre en contact aussi de temps en temps avec Mozart, pour savoir si elle allait me dire quelque chose, mais ça marche pas très bien. En fait, c'est pas grave. Mais c'est vrai que le corps est emporté. Par contre, je pense que la tête n'est pas du tout en transe parce qu'on est comme un pilote, du coup en contrôle total, complet tout le temps. C'est-à-dire que si tout d'un coup il y a un petit décalage musical avec les trombones, avec les corps, il faut qu'on soit là, pilote, pour remettre tout le monde dans le cadre. Et ça nous empêche de nous laisser aller à l'émotion. Même un jour, je me suis laissé aller à l'émotion et j'ai pleuré pendant un concert, mais ça a mis tout le monde en catastrophe parce que si le chef pleure, si le manager pleure, alors l'équipe, c'est fini. Donc en réalité, il faut tout le temps rester en contrôle cérébral. J'essaye moi aussi avec eux, mais j'ai du mal. J'ai vu qu'avec eux, c'est plus difficile. Ah ça, voilà, j'ai tout de suite compris. Dès qu'ils ont dit bonjour, j'ai compris. Non, il faut rester en contrôle cérébral, intellectuel. Par contre, le chef s'exprime par le corps en réalité. Donc effectivement, le corps et l'esprit se distordent pour agir et contrôler en même temps. Est-ce qu'on peut dire pour la chef d'orchestre que vous êtes, que c'est un retour sur les 20 ans en fait, de votre expérience ? C'est en réalité les 30 ans. Je suis chef d'orchestre depuis 30 ans. Et c'est vrai que c'est une histoire de la musique, mais pas du tout académique, pas du tout encyclopédique, puisque je reviens sur des moments de direction d'orchestre, sur des aventures qui me sont arrivées, sur des choses drôles qui me sont arrivées aussi. Ça flirte un petit peu avec mes mémoires en réalité. J'ai décidé d'écrire cette histoire de la musique de manière chronologique, bien sûr. Je commence même au psaume hébraïque, jusqu'à aujourd'hui Pierre Boulez, Xenakis. Et au fur et à mesure de tout ce temps, moi j'ai dirigé des orchestres, où j'ai dirigé les œuvres dont je parle. Donc à chaque fois que je parle
d'une œuvre que j'ai dirigée, je raconte une anecdote qui m'est arrivée. Donc en fait, on passe vraiment de l'histoire à la scène. De l'histoire à la scène. On est ou dans la salle de concert, ou dans la fosse d'orchestre, ou sur le plateau, et on revient à l'histoire avec par exemple, les biographies d'auteurs. Moi, quand j'étais jeune étudiante, je ne supportais pas les biographies, mais apprendre des biographies, des dates, ça m'insupportait. J'ai fait des biographies les plus légères possibles, les plus sympathiques possibles, pour que le lecteur apprenne tout, mais de manière facile, mais profonde quand même. Pour les lecteurs, un petit peu frustrant, vous racontez la musique, mais on l'entend pas. Alors oui et non, parce que c'est vrai que c'est un défi finalement d'écrire un livre sur la musique, parce que comme vous dites, on n'a pas à lire la musique, il faut l'écouter. Eh bien, on a eu un très beau partenariat entre Flammarion et Deezer, et à chaque chapitre, vous pouvez scanner un QR code et vous avez toute la playlist de Mélanie. C'est ma playlist à moi, en fait. Alors, Nourdine, juste avant de parler de vos combats et de ce festival du théâtre dont on se réjouit, Théâtre et Culture, vous avez milité. Quand vous voyez une femme comme Mélanie, parce que vous avez milité pendant de nombreuses années pour les femmes, il y avait eu ce magazine dans les années 80, je crois, censuré parce que vous aviez peut-être donné un peu trop tôt la liberté pour que la femme s'impose sur la scène marocaine. Quand vous la voyez, chef d'orchestre, on se dit que nous, on n'a pas de femmes de chef d'orchestre au Maroc. On a des femmes qui font de très belles choses au Maroc, mais pas chef d'orchestre. Et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui en face d'une dame extraordinaire. Et puis je vous écoutais tout à l'heure, et c'est vrai, dans le rôle du chef d'orchestre, un petit peu, je retrouvais le metteur en scène, parce qu'il dirige des comédiens, et puis le comédien lui-même, qui joue, parce qu'il doit se distancier des fois. C'est Brecht qui a fait ça, la distanciation, où il doit, comme Stanislavski, épouser le personnage. Et ce que vous me dites est très important, parce que le rôle de la femme au Maroc, je pense qu'il a changé. Il y a des femmes qui ont évolué magnifiquement. Vous allez dans les cafés, dans les restaurants, vous les trouvez en grand nombre. Et vous ne trouvez pas d'hommes des fois. Alors on dit, mon Dieu, c'est pas vrai, la femme conquiert les lieux publics. Mais attention, ça n'est qu'une illusion, parce que la grande majorité qui n'est pas instruite, qui n'est pas dans l'élite, qui ne travaille pas, malheureusement, elle est délaissée, elle est dans une situation qui est lamentable. Mais les choses sont en train d'évoluer. D'abord avec le code de la famille, que le roi a lancé il y a une quinzaine d'années, un peu plus d'ailleurs déjà, et je trouve ça extraordinaire, ce code de la famille. Les gens ne se l'ont pas approprié, y compris les juges, y compris les hommes ont eu peur. Et paradoxalement, même les femmes, quelquefois, on leur a donné trop de pouvoir. Pourquoi ? Parce que ça manquait. Il faut une certaine pédagogie pour accompagner ça. Le théâtre, la musique peuvent jouer ce rôle, parce que quand on fait passer un message d'une manière agréable, soit sur scène, avec des comédiens qui passent un message, ou avec la musique, c'est magnifique. L'homme, la femme sont ouverts tous les deux, ils sont prêts à comprendre et à saisir le message. Si je peux juste réagir, parce que ça me touche beaucoup ce que vous dites, et quand vous dites que la femme maintenant conquiert le monde, elle ne le fait pas sans l'aide de l'homme de toute manière. Et moi je suis très malheureuse en ce moment de la vague féministe que nous avons en France. C'est une déferlante qui fait beaucoup de mal en réalité, parce que la plupart sont des femmes qui ne veulent pas travailler avec les hommes, mais elles veulent une société matriarcale, ce pour laquelle je suis contre absolument. Et moi je suis chef d'orchestre, je n'ai jamais dit que je voulais diriger comme un homme. Je veux être chef d'orchestre et pointe à la ligne. Et garder mon statut de femme, mon corps de femme surtout. En direction d'orchestre, c'est important. On n'a pas tous les mêmes corps, donc de ça, il y a des conséquences très nettes. Et c'est magnifique effectivement. Et le théâtre est une très belle représentation, puisqu'il y a des rôles d'hommes et de femmes. On ne fait pas de pièces que pour les hommes ou que pour les femmes. Et c'est un partage et une parité naturelle, l'art, qui est absolument extraordinaire. J'ai une question concernant votre parcours. À quel moment dans votre parcours académique, où vous avez dit le conservatoire de Casablanca, et ensuite peut-être un autre en France, c'est ça? Oui, vous décidez en fait de choisir ce métier-là de chef d'orchestre et de délaisser un peu l'instrument qui est quand même l'outil principal de création de la musique. Alors en fait, ça s'est fait dans l'autre sens. Moi, j'ai décidé d'être chef d'orchestre, j'avais 6 ans. Et j'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents un matin à Casablanca. Donc j'habitais avenue de l'Armée Royale, en face de l'hôtel El Mansour. Et je leur ai dit, vous savez quoi, j'ai trouvé, je veux être chef d'orchestre. Et là, ils m'ont dit,
Écoute, c'est dimanche, on dort encore 1 heure, on en prend tranquille, t'as 6 ans, tu vas avoir le temps. Et en réalité, je dis souvent à ma mère, qui est Graciane Finzi et qui est compositeur, je dis, mais tu sais, je dis souvent, effectivement, que dès 6 ans, je voulais être chef d'orchestre. Elle m'a dit, oui, tu l'as dit à 6 ans. Mais dès 4 ans, tu montais sur les tabourets et dès que je mettais de la musique, tu dirigeais. Donc c'est, je sais pas, une espèce d'illumination, une espèce de vocation. Et c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, il va falloir que tu te mettes au piano très très sérieusement. Je n'avais pas fait le lien direct entre direction d'orchestre et musique. Et donc apprendre, je me suis dit, oh là là, mais il va falloir apprendre tout ça, c'est énorme. Je l'ai fait bien sûr, mais je n'avais qu'un seul but en tête, c'était la direction d'orchestre en réalité. On va parler de théâtre dans un instant, mais on a envie de vous raconter, de vous parler d'un nouveau métier qui pourrait servir d'ailleurs. Parmi tant d'autres. Pour le théâtre. Oui, absolument bien. J'ai mélangé les mots. Ou pour la musique. C'est Rafik Chnaoui qui jette chaque vendredi un œil sur ce qui se passe quelque part dans le monde. Un œil sur le monde. Un œil sur le monde. Bonjour, bonjour. La fin justifie les moyens. La fin, comme avoir l'estomac dans les talons. Et comme pour illustrer cette locution, ce nouveau taf pour jeunes glandeurs dynamiques. Faire la queue contre de l'argent. Et oui, ça existe. Mais pas chez nous. C'est dommage. Ça aurait eu à coup sûr résorbé définitivement le problème du chômage. Plus d'inégalités socio-économiques. En attendant, montrez-leur, monsieur, que vous avez du talent. Et c'est Robert Samuel qui a monté toute cette affaire. Après avoir été vendeur de téléphone, le voilà aujourd'hui professionnel des files d'attente. Ce New-Yorkais. Ben oui, il n'y a qu'à New York qu'on peut voir ce genre de plan. On peut passer des heures, des jours même, assis, debout, pour tenter de mettre la main sur des billets de spectacle, un smartphone, d'un écrit ou encore des vêtements en édition limitée. Tant que le client rack, Robert Samuel traque la bonne affaire. Et quand elle est dans le sac, eh bien, ce natif de Brooklyn cède alors sa place à son client ou encore lui achète des tickets pour des événements très demandés. Il sous-traite donc. Rien de nouveau, me direz-vous, mais c'est que ça rapporte gros, très gros, et les gens payent des sommes astronomiques pour s'assurer d'obtenir, je disais, un ticket pour une représentation à Broadway ou la dernière paire de sneakers en vogue. Du bon capitalisme américain, un capitalisme poussé à l'extrême. Mais Robert s'en tape comme de sa première dent, c'est qu'il a l'écrou et les yeux plus gros que le ventre. Il veut le beurre, l'argent du beurre et le joli minois de la fermière. Et oui, grâce à cette queue, il a finalement rencontré le grand amour. Je serais tenté de dire que l'amour est dans la... Mais non, ça serait m'attirer de gros ennuis. Et moi, rien qu'à l'idée de poireauter des heures dans une file d'attente, je sens pas trop ce programme. Déjà, je le fais déjà pas pour ma pomme. Alors vous pensez bien pour les autres, quoique... Quoique ça dépend combien c'est. Ça dépend. C'est payé combien? Non, il dit pas. Je faisais ça quand j'étais à Paris. Non. Je vous promets, je faisais la queue à la préfecture. Et j'arrivais à 3-4 heures du matin. Et à partir de 8h30, il y avait les gens qui arrivaient. Et des fois, je vendais la place entre 10 et 30 euros. T'es sérieux? Il y a une quinzaine d'années. Ça existe ici au Maroc. Me dis pas que... Toi aussi? Non, moi je voulais juste dire que ça a longtemps existé chez nous, notamment pour les files de visa. Ouais. Moi, je faisais ça à la préfecture. Donc tu payes quelqu'un pour faire la très queue? souvent. Bah oui, parce qu'à l'époque où il y avait pas de, on n'avait pas en fait. Mis en place des structures dédiées. En fait, il fallait faire la queue au consulat. Mais attendez, ça prenait très longtemps, parfois toute une nuit. Oui, mais ça fonctionne comment? Parce que d'accord, allez, t'as une parce file que d'attente. ce sont des files, en fait, mais de quoi? Donc tu m'as, mais j'ai pas envie de faire la queue pendant des heures. J'appelle quelqu'un qui l'a fait à ma place. Le D'accord, mais lendemain, à quel je prends sa moment? place physiquement. Mais tu sais pas combien de temps ça va durer? Je suis le seul qui ait fait ça. Je suis le seul amené à parler. Moi, j'ai profité du service très longtemps. Mais lui, il a profité du service. J'ai profité du service très longtemps. Mais comment tu le... Alors moi, ce que je faisais, je débarquais à 3-4 heures du matin. 3-4 heures du matin avec des amis, il n'y avait rien à faire. À partir de 8 heures, les gens arrivaient. Et moi, j'arrivais à détecter en fait les gens. Je voyais qu'ils regardaient leur montre ou leur téléphone. Je savais qu'ils n'avaient pas forcément le temps, qu'ils étaient pressés parce qu'ils avaient peut-être un travail à commencer, je sais pas, à 9h ou à 9h30. Donc j'allais les voir, je leur disais, si vous voulez passer dans 3, 4, 5 minutes, c'est entre 10 et 30 euros. Mais alors, à l'Opéra de Paris, on va à 5h du matin pour une place, je peux t'engager. Moi, je faisais ça pour la préfecture de Paris. Bah écoutez, vous ne croyez pas si bien le dire parce que je suis rentré de voyage. J'étais à Paris pour une semaine uniquement parce que ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas été à cause du Covid et j'ai vu des spectacles. Et je voulais voir l'Avare de Molière, que vous connaissez tous, monter dans la salle Richelieu à la Comédie Française du temps de Louis XIV. Et c'était bien sûr, il y a une statue magnifique de Molière là-bas. Et je suis rentré et j'ai téléphoné mon assistante depuis des semaines. Il n'y avait pas une seule place. Et c'est ça qui est magnifique. Ici, les théâtres sont vides, quelquefois ils sont fermés, et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Le public a perdu
l'amour et le goût pour le théâtre. Alors moi, pour trouver ma place, j'ai pris d'abord une petite pancarte, qui a une place, et puis je commençais à demander, vous attendez? Non, j'attends mon mari. Et vous? J'attends ma femme. Et puis j'ai trouvé une femme qui venait, peut-être une enseignante ou une formatrice qui venait avec une quinzaine d'enfants. C'est magnifique, de 10 ans à... Et puis je lui ai dit, madame, est-ce que vous avez une place en plus? Elle me dit, vous n'avez pas là. J'ai dit, si, je peux devenir comme eux. Et j'ai trouvé une place et j'ai vu le spectacle. Parce qu'il y avait une queue, j'ai été voir à l'intérieur, elle me dit, jamais vous ne rentrerez, il y a 2 ou 3 peut-être. Alors j'ai trouvé ma place et j'ai vu cette pièce qui est magnifique, une mise en scène moderne. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui aiment l'art, qui aiment la culture. Aux États-Unis, c'est la même chose. À Broadway et tout, il y a des spectacles où on attend 6 mois, 7 mois. Et ben, ça, je trouve ça extraordinaire. J'aimerais bien qu'on soit comme ça. Mais ça viendra peut-être un jour. Chez nous, on a aussi des spectacles sold out. Jelly Tijani, il y a 2-3 semaines, c'était full depuis plusieurs semaines. Depuis la reprise. Voilà, depuis la reprise, il y a un engouement. En fait, c'est ce qu'on a comme les concerts de Je pense qu'on a été tellement assoiffés pendant 2 ans, on a tellement été privés de culture. Les terrains de foot, il n'y a qu'à voir le terrain de foot pour parler des choses que je connais bien. C'est-à-dire que juste avant le Covid, il y avait des clubs, les Casablanca, qui faisaient en moyenne les 15-20 000 par match, sauf les grands matchs. Là maintenant, tous les matchs, même contre des petites équipes, sont sold out. Ils sont sold out 3 jours avant. Ça crée des cohues incroyables, parfois dangereusement. Mais voilà, les gens sont comme des fous. On espère un sold out pour le Festival international Théâtre et Culture. On l'espère. Alors, la culture, c'est ce que la culture pour tous. Vous militez pour ça depuis de très nombreuses années pour que tout le monde y ait accès. Avec le théâtre, vous revenez quand même à vos premiers amours. Vous avez débuté par le théâtre. Beaucoup vous savez, vous. C'est tout, toujours. Moi, je sais tout. Mais c'est vrai que beaucoup de Marocains vous connaissent, Nordine Ayouch, à travers vos combats sociaux. C'est ce qu'on a tous retenu. Mais les petits jeunes, là, il faut quand même leur remonter le moral, parce que vous aviez à l'Université du Théâtre des Nations, à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne, à Paris, s'il vous plaît. Monsieur tout jeunot a joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Et j'ai mis en scène des spectacles dont Oscarine et les Tournesol, d'une poétesse belge que j'ai été voir à Bruxelles, qui m'a embrassé parce qu'elle a vu le spectacle. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu une mise en scène aussi pure, avec uniquement des praticables et des lumières. Et j'ai monté un spectacle dont je suis très fier, Camus, homme de théâtre. Et Camus était mort, mais sa femme est venue voir le spectacle. Je pensais le donner 3, 4, 5 représentations. Il est resté plus d'1 mois au théâtre de Plaisance, Paris 14e. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, monsieur, si mon mari était là. Parce que vous savez, on a pris toutes les pièces de Camus, c'est-à-dire Les Justes, Le Malentendu, Caligula, la plus célèbre, etc. Et on a pris son texte. J'ai travaillé avec des comédiens et on a... Dans ses textes sur le théâtre, c'est magnifique. Il adorait le théâtre. Et vous connaissez l'amour qu'il a pour une femme qui s'appelle une grande comédienne, Maria Cazares. Maria Cazares, qui était une actrice magnifique, qui a joué avec Villard, que j'ai rencontré, que j'ai vu. Elle a joué aussi avec Gérard Philippe. Eh bien, figurez-vous, il y a un amour exceptionnel entre elle et Camus, et par correspondance, ils s'écrivaient uniquement. La correspondance, elle est exceptionnelle. Soit ils se voyaient, soit ils s'écrivaient, eh bien, vous allez avoir la chance de voir cette correspondance et ces 2 acteurs joués par de grands acteurs, Camus et Maria Cazares, dans ce festival que nous organisons cette année. Voilà, je madame. me sens tout petit tout à coup, je sais pas pourquoi. Tu l'es, mon ami, tu l'es. Oui, je te rassure, tu l'es. J'aime bien, toi. Devant le micro, c'est beaucoup mieux. Oui, je suis complètement admiratif. Non, c'est passionnant. Non, mais c'est vrai, d'abord de monsieur Ayouch, avec tout le parcours qu'il a, et puis il a une façon de... c'est un très bon orateur, et on est scotché, on est pendu à ses lèvres. Je crois que j'ai envie de l'intégrer avec nos chroniqueurs. Mais je serais très heureux. Il a une voix. Mais c'est vrai. Vous avez une voix de radio. Exactement, une voix magnifique, et puis vous, on est transporté par ce que vous dites. Vous écoutez, mon cher. Yassine va pas endormir pendant 3 semaines. Quelqu'un qui va lui faire de l'ombre, enfin. Ça sera compliqué. Par contre, moi j'ai une question pour CIU. J'aimerais transposer en fait la problématique par rapport à ce qu'on a le film rap. Dans les années 70, 80, 90, le théâtre était quand même une formidable expression qui était vachement suivie par un public. On reviendra sur le Harras, en fait, sans vouloir tous les nommer. Et on a assisté à un déclin de l'intérêt, je trouve, qui date bien avant le Covid. Bien avant le Covid. Les salles ont été désertés, les productions
ont fondu comme les eaux soleil. On n'a pas attendu qu'il y ait cette crise-là pour n'avoir quasiment plus de théâtre. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et surtout, qu'est-ce que vous avez comme recette éventuelle pour pouvoir relancer la machine et l'engouement et l'intérêt? Parce que quand même, on a produit de grandes pièces à Nef El Maghreb. Je vous remercie beaucoup je vous en prie, de me poser cette question parce que j'ai vécu ce théâtre. Quand j'étais jeune, vous savez, j'avais, comme vous, 7-8 ans, mon père d'abord recevait Taïb El chez lui, qui est un très grand auteur. Donc j'ai vu que ça, mon père, Lahmo, il adorait les Taïb El. Et puis j'ai été voir dans tous les quartiers de la Médina, il y avait une troupe de théâtre. Ils jouaient, c'était magnifique. Il y avait de grands comédiens à Fès et partout dans toutes les villes du Maroc. Et le Maroc, les Marocains aimaient le théâtre. Et puis il y avait quelque chose, tout ça, c'est que dans les écoles marocaines, il y avait une matière qui était le théâtre, qui était enseignée, qui était surtout jouée. Et moi, j'ai participé à un concours national il y avait l'école primaire, le lycée et puis la faculté. Maintenant, mon cher ami, il y a beaucoup plus de théâtre construit, mais ils sont inoccupés, bien avant le Covid. Ou quelquefois, ils sont délaissés, quelquefois, il n'y a pas de lumière. Même le théâtre Mohamed VI qui vient d'être tapé, qui est très bien maintenant. Il y avait un trou immense, vraiment une crevasse béante, et les gens avaient peur de monter sur scène pour ne pas tomber. Il n'y avait pas de lumière, on amenait, nous, la lumière. Ça a changé. Il y a des élus qui font leur travail maintenant. Moi, je n'insulte jamais comme ça et je n'attaque pas les choses quand il y a des bonnes choses. C'est vrai que vous avez été pressenti pour diriger le théâtre? Non, vous savez, on me l'aurait dit, j'ai plein d'occupations, on m'a proposé des choses dans différentes choses et j'ai préféré faire ce que j'ai fait parce que je suis un homme libre, indépendant. J'ai fait Kalima, qui était une revue que vous avez connue, dont je suis très fier, le microcrédit, qui a touché des centaines de milliers de gens et à qui on a accordé du crédit. On avait 400 000 la dernière année, mais on a touché des millions qui vivaient de ça. L'éducation, avec des C'est ce que j'allais vous dire et vous poser la question en fait à tous les deux, parce que l'éducation, ça a un rôle énorme. Moi, je vais vous faire une confidence. Moi, je suis venue au journalisme et à la radio grâce au théâtre. Au théâtre, vous apprenez à capter l'attention en fait des spectateurs. Vous apprenez à avoir une intonation, à porter votre voix pour se faire entendre. Et c'est vrai que l'éducation est essentielle parce que le théâtre, en fait, c'était à l'école, tout simplement. Absolument. Et l'un emmène à l'autre, que ce soit pour la musique ou pour le théâtre, d'ailleurs. Moi, ça me touche beaucoup, tout ce que vous dites, parce que mon père, qui était pharmacien, qui avait la pharmacie de la Poste à Casablanca, qui était Gilbert Lévy, avait monté le théâtre de la Baraque. Et la Baraque, c'était justement un théâtre libre comme ça, qui allait dans les écoles, qui allait dans les petits patelins, pour que les gens qui n'avaient pas d'argent... pour une caravane, en fait. Oui, exactement. Et c'était vraiment quelque chose d'itinérant comme ça. Et c'était possible au Maroc à ce moment-là. Et la Baraque, ça a marché pendant des années, alors qu'il était pharmacien, mais homme de théâtre émérite, il avait vraiment ça dans la peau. Il a continué d'ailleurs, tout en restant pharmacien. Il a mené les deux carrières. Et ce que vous dites, ce théâtre qui était partout dans la rue, qui était partout pour tout le monde, mais même en France, on le perd aussi. Hein. Il y a pas cette... et en musique, n'en parlons pas. Alors, la musique, il y a quelque chose de plus compliqué. C'est pour ça que j'aime beaucoup le théâtre. C'est l'art de la langue. Et c'est l'art de notre langue, où qu'on soit dans chaque pays. En plus, maintenant, il y a des possibilités de surtitrage extraordinaires. Donc, on peut aller écouter Shakespeare en anglais à Londres et avoir la beauté de la langue. Et si on ne le comprend pas, parce que l'anglais de Shakespeare est quand même particulier, on a le petit surtitrage en français, en allemand, en tout ce qu'on veut. Et en réalité, c'est vrai que la musique, sauf si c'est de l'opéra, mais la musique symphonique, c'est l'art le plus abstrait finalement. Alors, ça veut dire qu'il faut peut-être déjà avoir une éducation pour arriver à se laisser aller dans quelque chose. À l'école et au collège, on n'apprend que la flûte, quoi. C'est parce que ça, c'est les programmes qui ne sont pas assez sophistiqués finalement. Donc, on va apprendre des notes de piano. Oui. Ça va revenir peut-être. Oui. Vous savez qu'au Maroc, il y a 2 très grands théâtres. Un à Casa et l'autre à Rabat. J'étais le président, donc c'est moi qui m'occupais du lancement. Et je dois dire que sans la bénédiction et sans, je dirais, le soutien du roi, jamais ces 2 théâtres n'auraient existé. On va faire une toute petite parenthèse. Vous êtes chiffre, pas chiffre? Vous faites bien vos comptes. Oui, vous faites bien vos comptes d'argent clair, net, précis. Non, vous n'êtes pas. Ouais. C'est un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Je sais pas tout à fait les chiffres. Merci Rafik. Je vous applaudis encore pour ce nouveau métier, parce qu'on va parler de la Cour des comptes. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il en est? Donc notre Rimel, que nous surnommons la Parle
menteuse, va au Parlement et essaye de comprendre comment fonctionnent nos institutions. C'est pas clair pour elle. Elle essaie de leur tirer un petit peu chaque semaine les vers du nez. La parlementeuse. La parlementeuse. Donc, tu t'intéresses à la Cour des comptes. J'aurais jamais imaginé, ceci dit. Mais moi, j'aurais jamais imaginé. En fait, je suis allée au Parlement mercredi. C'est mercredi, donc avant-hier. Les deux chambres se sont réunies pour une séance plénière qui était consacrée à un exposé des activités de la Cour des comptes, donc de 2019 et 2020. Et du coup, on ne va pas s'intéresser au sujet lui-même. Je préfère qu'on parle déjà de la Cour des comptes, voilà, en tant qu'institution, connaître son rôle, ses missions. Et je suis allée au Parlement pour ça, donc pour demander à un député de nous l'expliquer. Il faut savoir que c'est très, très dur d'avoir quelqu'un. Et vraiment, je pense que j'ai jamais autant galéré à avoir une déclaration jusqu'à. C'est-à-dire à chaque fois que tu posais la question que tu leur posais, c'est de le définir en fait, c'est quoi et ça sert à quoi. Et personne ne voulait te répondre. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je voulais avoir ce genre de définition pour savoir un peu le process de chaque commission ou de autre chose, c'était vraiment très compliqué. Alors qu'ils avaient plus de facilité à parler d'un sujet. Ils ne savent pas eux-mêmes définir ce qu'est la Cour de nos politiques, tu veux dire? Je sais pas, mais ça fuit dans tous les sens. Donc j'ai fait réagir Derbati sur la Cour des comptes et on revient et on écoute. Ouais. On écoute juste après. مجلس الحسابات هو داك المجلس الكبير العالي واقيلا اللي كيبقاو يتحاسبوا فيه مع الناس واللي دار شي مشكل يقولوا ليه داكشي اللي دار بقاو يحسبوا لك شحال دخلتي وشحال خرجتي وفين ساكن وزدتي دار واش ما زدتيش كيتحاسبوا على كل شيء. واقيلا هذا هو غيكون المجلس الاعلى على حسب فهمتي. واقيلا هذا هو المجلس الاعلى للحسابات ممكن يحسب كل شيء. المجلس الاعلى للحسابات صراحه ما عندي حتى شي فكره، ولكن غالبا يكون عنده علاقه بوزاره الماليه، توسكي حسابات داكشي داخل في البرلمان مجلس النواب ولا شي حاجه بحال هكذا تكون عنده علاقه. المهم يكون داخل في الحسابات ديال كل ما هو مالي. Alors la Cour des comptes, je ne sais pas réellement ce que c'est, mais si je dois y aller par déduction, qui dit compte dit finance, donc ça doit être une section du ministère des Finances où tous les comptes de l'État sont établis, donc on pourra trouver tous les bilans et projets passés et puis éventuellement les futurs projets en cours de traitement. Donc je pense que ça doit être ça. Le premier, c'est un génie. On est d'accord. Oui, on est tous le premier, c'est un génie. Mais pour une petite intro, la Cour des comptes, c'est quoi? Vite fait, je vais essayer de vulgariser parce que j'ai compris quand même. C'est une juridiction financière marocaine, donc elle est prévue quand même dans la Constitution. Article 147, s'il vous plaît. J'ai fait des recherches. Son rôle, c'est de contrôler. Je suis sûr que tu n'as même pas lu, que juste le chiffre, tu l'as trouvé quelque part. Son rôle, c'est contrôler principalement la régularité des comptes publics de l'État. Donc on parle des entreprises publiques, les communes et les partis politiques marocains. Depuis février 2010, les ministres, les chefs de cabinet de ministres, les parlementaires et les magistrats des tribunaux doivent obligatoirement, et ils doivent obligatoirement déclarer leur patrimoine par écrit à la Cour des comptes. Mais attends, au début la et à Cour la des fin. comptes, c'est une fois par an? Non, en fait, c'est trimestriel. Les institutions publiques, c'est trimestriel. Par trimestre. Ouais, et la Cour des comptes, en fait, c'est publié en fait par année. Donc ils publient en fait ils appellent ça un mandat, voilà, qui est publié chaque année avec tous les chiffres et tout ça. Et je vous laisse maintenant écouter un député donc qui nous explique lui aussi la Cour des comptes. Bah ça y est, tu nous as bien expliqué. Moi, je trouve que tu as bien vulgarisé. Ouais. Bon. Allez, parce qu'il t'a quand même donné. Il a accepté de parler. On l'écoute. La Cour des comptes est un organisme institutionnel. Elle veille, elle vérifie si tout est correct. Elle émet des rapports. C'est-à-dire, il y a bien sûr tout ce qui concerne les cours des comptes, le mahakim, le malia, les cours financières, c'est-à-dire qui est au niveau de tous les territoires. Cette Cour des comptes, il y a des organes au niveau de chaque région. Elles émettent des rapports et aussi des recommandations à l'État, au gouvernement. J'ai préféré la vulgarisation de Rimel. Ben oui, moi aussi. C'est clair. Voilà. Mais c'est difficile. Son rôle, parce que bien évidemment, elle va y retourner la semaine prochaine, mais son rôle, c'est essayer en fait de nous vulgariser la politique. Parce que quand nous avons donné cette mission à Rimel, elle dit mais vous rigolez, je comprends rien à la politique. On lui dit justement, vas-y. Et demande-leur tout ce que tu ne comprends pas. Et c'est une sacrée galère parce que les politiques ont beaucoup de mal d'abord à répondre tout simplement aux questions. On parlait d'expression du corps, donc on va parler de sport tout de suite. C'est lui qui s'y colle avant de revenir au théâtre, à la belle expression physique et musicale, pardon. Je dis souvent, les sports se tiennent dans des arènes théâtrales aussi. Absolument.
Oui, c'est vrai. C'est joliment dit. Un joli match de foot est une belle démonstration jouée par 22 acteurs. En fait. Un match de foot est une pièce de théâtre dont on n'a pas écrit le scénario. Oh, et ça c'est c'est quelque chose. J'aime beaucoup le foot, donc. C'est ce que j'allais vous demander. Vous suivez le foot ? Oui, mais en fait, mon compagnon est coach d'un club de foot en région parisienne, donc j'assiste à beaucoup Maison Alfort. Ah, oui. Et donc j'assiste à beaucoup de matchs, et donc je commence à être assez opérationnel. Et vous, Nordine, vous suivez le foot, vous aimez ? Je suis. Malheureusement, je ne vais pas souvent au stade parce que des fois, il y a des disputes. Mais enfin, devant une télé, une belle télé, un écran, je suis le match avec beaucoup de plaisir. Mais vous avez raison, c'est une arène, mon cher ami. Vous savez, le théâtre, c'est ça. C'est depuis la naissance du monde, le théâtre est dans l'arène. Que ce soit avec les Romains, les Grecs, bien avant. Alors, on va écouter le sportif. Oui, mais vous suivez, alors vous peut-être pas Mélanie, mais il y a une série qu'il a appelée une série novella. Télénovela mexicaine. Télénovela mexicaine. Au Maroc. Il n'y a rien, ça joue, et c'est tout de suite jingle. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Alors, bonjour les gens. En fait, on est bien d'accord, ces 15 derniers jours. Nous n'avons pour la plupart d'entre nous que 3 questions fondamentales à la bouche. La première, c'est comment se terminerait la série Star de Ramadan sur 2M. La seconde, c'est qu'est-ce que les Eid tombera un lundi ou un mardi. Vous vous rappelez, on était là. Oui. Et la troisième, bien évidemment, c'est est-ce que le sélectionneur national Vaïd Halilodzic sera lourdé ou pas par son boss Fawzi El Rja après leur réunion de ce début de semaine. En fait, ça s'est passé lundi dernier. Pour le coup, c'est maintenant qu'on s'est pété la panse un lundi matin et pas un mardi, les doigts de pied en éventail dans notre salon. Et c'était un lundi. On sait aussi que le passionnant final de la série Mektoub, dont je parlais, a fini par dévoiler la face sombre de tous ces personnages, surtout ceux que l'on pensait virginaux au départ, mais ce qu'on ne sait toujours pas en fait avec certitude, à moins d'un mois du match amical avec les États-Unis et de la reprise des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire et d'une Coupe du Monde dans la foulée, c'est si Vaïd reste ou si Vaïd part. Alors il reste ou il part ? Pour l'instant, écoute-moi bien, je te dirai. Parce qu'elle est là finalement, la vraie série ramadanesque. Malgré la réunion au sommet donc de lundi dernier, tenue plutôt 2 fois qu'une, parce qu'il y a eu 2 réunions, on sait en fait toujours rien de rien. Du coup, je ne peux même pas faire aussi bien que Rimmel et vous proposer des sonores et des interventions intéressantes sur le sujet. Et je peux encore moins faire plaisir à Oumaima, donc notre productrice qui me harcèle sur WhatsApp, et vous aussi je suppose, pour lui envoyer mes éléments parce que moi j'en ai pas d'éléments. Et je n'ai pas d'éléments parce que la Fédé, donc dans sa générosité extrême, ni même Vaïd dans sa langue approximative, ni même personne en fait, n'estime bon de communiquer à des millions de Marocains amoureux de leur équipe nationale la décision importantissime de savoir s'il faut virer le coach et le garder et les raisons qui vont avec. Je parle de communication, je pense que M. Nordine Ayouch, j'ai fait un lapsus, c'est très bien de quoi je parle. Alors donc pas de communication, alors comme manque de considération et de respect, je pense qu'on a rarement vu pire. Du coup je vais faire un peu comme tout le monde du sport actuellement chez nous, je vais commenter la rumeur. Et bien sûr, on me projetait en fait sur ses conséquences. Et la rumeur voudrait donc, pour répondre à ta question, qu'après une très moche cabale dans les médias et les réseaux sociaux contre lui, Vaïd aurait bien rencontré son président lundi dernier à Rabat, qui lui aurait fixé comme ultimatum de se détendre un peu, parce que c'est un monsieur très énervé, et d'accepter le retour en sélection des bannis, donc des 4 qu'on connaît, s'il voulait conserver son poste et aller en Coupe du Monde avec le Maroc. Et donc toujours d'après la rumeur, car la Fédé, je l'ai déjà dit, ne communique rien à la plèbe que nous sommes, Vaïd aurait accepté en fait le lendemain mardi de s'asseoir sur son honneur et ses principes en acceptant les conditions de son président. En gros, je veux bien rester, je veux bien que les joueurs reviennent, mais je garde mon poste. Et si la rumeur s'avère donc vraie, et bien comme le dit si bien le poète Patrick Timsit, on est mal. On va être mal. Ben oui, on est mal. Parce qu'en forçant en fait le coach à piétiner ses dogmes pour garder son job, en fait c'est 2 ans de travail acharné pour assainir 20 ans de clientélisme, de népotisme et de dilettantisme en équipe nationale qu'au fond en l'air. On est mal aussi. Car en permettant à des joueurs capricieux et peu performants d'imposer leurs désidérata aussi, à tout le monde ici, on les rend plus grands que l'institution équipe nationale. Et c'est une voie royale pour les ténèbres. D'ailleurs, je veux rappeler une chose, c'est quand le grand sir Alex Ferguson avait renégocié son contrat avec Manchester en 2001, il avait expressément demandé à ses boss de toucher 1 livre sterling de plus que le joueur le mieux payé du club. Parce qu'il était persuadé qu'un manager ne pouvait pas obtenir le respect de ses joueurs s'il n'était pas mieux payé qu'eux, et que l'institution était plus grande que quiconque, ensuite le coach, et enfin le reste. Apparemment pas chez nous, c'est pourquoi je pense que le reste de l'année sera long et difficile. Du coup, pour pas finir sur une note négative, je me sens quand même obligé de vous rappeler que ce soir, vendredi, c'est demi-finale de Ligue des Champions à Casablanca, avec la meilleure équipe du Maroc et d'Afrique encore en compétition, l'OAC. Et je vais donc vous bercer avec cette douce musique d'ambiance.
On a perdu notre L'Oréal. réalisateur Voilà. Hamza Safé. Il est parti ailleurs. Je crois qu'il les tribunes. Je dirais pas le mot. Je crois qu'il me démange un petit peu la bouche. Oh si, c'est dégueulasse. Ah oui, C'est dégueulasse quoi. Non, c'est dégueulasse de casser un Non, joli mais jouet quel- qu'on a quel- mis 2 ans à Comme on construire. dit en fait. بالعربية شمن وجاه, il va avoir ce monsieur, cet entraîneur. On te dit non, tu les prends et tu la fermes, en gros, c'est ça. Si tu veux rester, le type, tu nous en as parlé longuement sur ce plateau, a fait quand même de très très belles choses. Il emmène quand même le Maroc à la Coupe du. Vous avez vu, je commence à parler foot. Ah ouais, et c'est parfait en plus. Non, mais C'est fluide, c'est Non, mais c'est didactique, dingue. c'est Non, parfait. mais je trouve ça tellement énorme, invraisemblable. Et- J'espère que c'est et pas très vrai. peu. Ah, je peux t'assurer que tout ce que je te dis C'est est vrai vrai. C'est vrai, Eftria, je vous félicite d'avoir des gens de cette qualité qui vous accompagnent, parce que d'abord, écoute, Yacine. je trouve que c'est courageux, c'est honnête intellectuellement, et il faut dire cela. Il faut arrêter de suivre la foule qui réclame. exactement ça. Ça ne veut rien dire. Quand on veut construire, il faut construire, il faut prendre le temps, et cet homme a fait du bon travail, il faut être derrière lui, il faut rien ne lui imposer, et j'espère qu'on n'imposera rien, parce que vous savez, en imposant quelquefois, il n'y a pas de joueur miracle. Ces 2 joueurs ne feront pas le match. C'est toute une équipe qui fait le match. c'est un Et groupe. vous avez dit des choses très intéressantes, je vous remercie. Et du coup, d'ailleurs, on va reparler théâtre. On va parler quand Ouais, c'est même de beaucoup ce mieux, je pense. festival Merci. qui va débuter et puis de ces artistes qui vont enfin pouvoir remonter sur les planches. C'était important aussi, je veux dire, parce que durant cette pandémie, certes, il n'y a pas eu de spectacle, mais tous nos artistes ont quand même continué à travailler, à vivoter, créer et à vivoter. vivre de Et leur art. certains ne vivaient pas de leur art parce qu'ils n'avaient rien. Alors c'est triste ce qui s'est passé, parce que l'art comme l'événementiel ont été touchés profondément, et surtout le théâtre. Ce qui est important, c'est que ce théâtre revient pour après 2 ans et demi, et nous revenons avec du 20 mai au 28 mai. Je recommence. Du 20, vendredi 20, au 28 au mai. samedi 28 mai. 8 jours. 8 jours avec pour vous. 11 spectacles. Ça n'a jamais fait ça d'habitude. 8, 9. Cette fois-ci, il y avait tellement de spectacles qui étaient là et qui n'arrivaient pas à s'exprimer. C'est ça qui est triste. Il y avait beaucoup de metteurs en scène, de comédiens, il y avait des pièces qui étaient montées et qui ne pouvaient pas jouer parce que les théâtres étaient fermés à cause du Covid. Et bien maintenant, ils vont venir et on a investi, c'est un festival international, on a investi que 3 pièces internationales. Une sur Pablo Neruda, avec la danse, c'est magnifique, jouée par le Théâtre Balcon d'Avignon. Une autre sur Casares et Camus, qui est une très belle pièce, avec, vous allez voir l'amour entre ces 2 êtres. Et puis, vous avez la Maulana, une troisième. pièce syrienne. La troisième. Mais vous connaissez tout, ma chère. Bah, je prépare, vous êtes une vraie journaliste. bah, vous préparez les choses, comme tout vous êtes au courant. journaliste, oui, qui Oui, mais ça cherche. m'a fait plaisir. Toute votre équipe est bien renseignée. On Et travaille, suis- monsieur, je vous c'est jure. très Non, bien. mais on n'est Ça, rien je le les uns remarque. sans les autres, Alors, vous il y savez. a Maulana, Ouais. qui est une pièce syrienne, qui est une pièce jouée par un homme sur scène, qui est magnifique. Et vous savez qu'il a failli passer à la trappe parce qu'il y a eu un malentendu au niveau des mails qu'il nous a envoyés. On ne les a pas vus, où il disait qu'il était d'accord. On l'avait déprogrammé. Et puis, il m'appelle il y a à peine 15 jours. Même pas, il y a 10 jours pour me dire, écoutez, on n'a rien reçu. Je dis, comment vous n'avez rien reçu? C'est vous qui ne vouliez pas. Mais non, on veut venir à Casa. On veut venir dans ce festival. Ce festival a une grande renommée sur le plan international. En France, surtout à Avignon, à Paris, je reçois des troupes de partout, même des États-Unis, pour venir passer. D'ailleurs, dans l'ancien, il y avait une troupe de New York. Alors, nous avons ces 3 pièces qui sont magnifiques et nous avons 8 pièces. 8 pièces marocaines. C'est extraordinaire. Jamais il y a eu autant. Elles sont belles, ces pièces de théâtre. D'abord, c'est des comédiens magnifiques, des anciens et des nouveaux qui reviennent. Il ouvre quand, le théâtre de Casa? Alors, le théâtre de Casa, c'est ça la question. C'est mais quand il on ouvre sait quand jouer là-dedans. Alors, je vais le dire, j'attends comme vous. Je ne sais pas comme Ouais, vous. pas Ici, il le sait, il veut pas le dire. non mais Vous le honnêtement... sauriez, vous le diriez? Non, mais Non, c'est bien si on m'avait dit de ne pas le dire, je ne l'aurais pas dit, parce que je respecte la parole. Mais ceci dit, je trouve qu'il n'est pas normal qu'il ne soit pas ouvert comme celui de Rabat, parce qu'il y avait la pandémie. Mais rassurez-vous, je pense qu'à la fin de cette année, ils seront ouverts tous les 2, d'ici la fin de l'année, je l'espère. Donc vous savez, un théâtre, il ne suffit pas de construire, il faut avoir de l'argent pour avoir un directeur de théâtre, un directeur technique,
un programmeur et un homme de communication ou une femme de communication. Quand on a ces 4 ou 5 personnes, il faut former les techniciens. Et puis, il faut surtout choisir les spectacles. Moi, je l'ai choisi un an avant, c'est-à-dire depuis juillet de l'année dernière. Je vais d'ailleurs à Avignon, je l'ai choisi là-bas avec mes collaborateurs. On va y aller pour les choisir. Tout de suite, la pépite de Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, dans mon extraordinaire chronique de la semaine dernière, j'ai été malheureusement saboté par mon collègue. Il commence beaucoup trop mal, je trouve. Ouais. C'est pas bon. Qui, par jalousie, a tout fait pour me perturber. Il a tout fait pour m'interrompre afin de connaître le fin mot de l'histoire du date. Eh bien, cher, t'en sauras rien. J'ai surtout parlé du prédicateur Yassine Lamri qui veut apostasier une composante de notre patrimoine artistique et civilisationnel, en l'occurrence la chira et son art. Et bien cette semaine, rebelote, je vais parler d'un autre tocard de l'islam game marocain. Ladies and gentlemen, please welcome Chersar aka Ilyas Khrissi. Suite au meurtre de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, ce mercenaire de la prédiction religieuse a exprimé son total désaccord avec les musulmans qui ont adressé leurs condoléances à la famille de la journaliste. Pour lui, ça reste une chrétienne mécréante qui ne mérite pas nos prières. C'est triste, mais ne nous laissons pas abattre par ce genre de réflexions dangereuses, mais qui heureusement ne sont pas majoritaires. Parce que oui, d'autres personnes se battent tous les jours pour défendre la diversité, le vivre ensemble et l'amour. Comme l'initiative Musica et... un événement organisé le week-end dernier à Rabat par le bureau de l'UNESCO Maghreb, Ania Culture et le ministère de la Culture qui, durant 3 jours, ont permis à de jeunes groupes de musique de se produire sur scène et de rencontrer des professionnels de la musique. Et c'est là où j'ai eu la chance de découvrir mon coup de cœur de la semaine, Enes Oublaïd, artiste amazigh originaire des Hillel, proposant un rock doux et onirique qui met en avant la magie de la langue amazigh. J'ai choisi la chanson Tiafoukt qui rend hommage à la femme amazigh, socle et attache premier de cette culture. Donc, Blaman Khtchar Alikum, je vais vous laisser avec Tiafoukt d'Enes Oublaïd. Réagir à la chronique et il n'y a même plus le temps, mais c'est passé une vitesse. Je rappelle impérativement à tous les auditeurs le nom de votre livre. Mélanie Lévy-Thiebaud, vous faites Google, vous allez tout trouver. Une histoire vivante de la musique aux éditions Flammarion. Une rencontre ce soir, si vous voulez la voir et la rencontrer en chair et en os, c'est à l'Institut français de Casa. Absolument. De Casablanca. Et vous revenez quand ? Il faut vraiment que vous reveniez. Eh bien oui, vous allez m'inviter. Il y a Monsieur Ayouch qui vous a déjà invité, mais bien sûr. Vous êtes invité. Et la signature hier, on vous remercie parce que c'est grâce à la librairie Porte d'Enfa et Amina Mesnaoui qui voulait impérativement que nos auditeurs partagent votre passion avec nous. Et puis ne manquez pas, bien sûr. Allez-y en famille, participez au Festival international du théâtre et culture de Casablanca. C'est du 20 au 28 mai prochain. On vous en reparlera bien évidemment sur cette antenne. Allez-y, faites-vous plaisir, vivez des émotions, rire, pleurer, tout ce que peut donner... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je t'écoute avec passion. D'accord. Non, c'est vrai. On est bien derrière nos écrans, nos téléphones, la télé. Mais allez dans les salles. Et puis en plus, vous allez soutenir les artistes, les faire vibrer. Ils en ont vraiment besoin. Et nous aussi, quoi. Les vibrations, c'est pas derrière un écran de télé qu'on les ressent, mais dans une salle avec, tu vois, comme dans un stade de foot. Ouais. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Nordine Ayouch, vous reviendrez ? Avec plaisir et je vous remercie beaucoup. Et vraiment, je découvre cette équipe et je vous redécouvre. Et je trouve que c'est très beau ce que vous faites avec ces personnes. Et c'est une très belle émission qui est très bien animée. Vraiment, avec des intermèdes qui sont remarquables. Merci à vous deux. Merci Mélanie. On vous a pris au mot. Hein. Il va falloir revenir. Je vous prends au mot et aussi. Peut-être faire un petit appel du pied à l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Pourquoi pas ? Pour que, voilà, on va s'en occuper de ça. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis, bien évidemment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À vendredi. On regarde là-bas et on dit au revoir. من الموت نجديد وصعب تعرفوا خطور
من مون نكتي دوسا